Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire complexe et obsessante. Comment 10 pays ont obtenu l'arme nucléaire? C'est fascinant parce que, au-delà du projet Manhattan, qu'on connaît tous plus ou moins, Oui, tout à fait. chaque parcours est vraiment différent. On va voir qu'il y a de la collaboration, de l'espionnage, des rivalités, bref, un vrai sac de nœuds. Notre but, c'est un peu de démêler tout ça. Exactement. Et tout commence en fait bien avant Manhattan, en 1938, avec la découverte de la fission nucléaire en Allemagne. Ça a tout de suite alerté certains scientifiques, dont Einstein, Qui écrit à Roosevelt, c'est ça? précisément. Et ça mène au projet Manhattan, une collaboration énorme entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Ils y arrivent en 1945, juste à la fin de la guerre. Et Truman, ce qui lâche l'info à Staline à Potsdam. Oui, mais Staline, il était déjà au courant, hein, grâce à ses espions, notamment Klaus Fuchs. Il était d'ailleurs furieux de voir que les Américains avaient réussi avant lui. Et puis Hiroshima, Nagasaki, fin de la guerre, mais début d'autre chose. Absolument. Le début de la course aux armements nucléaires. Alors l'URSS, j'imagine, n'a pas attendu longtemps pour répliquer? Ah non, ils avaient déjà un programme depuis 1941, mais Hiroshima a mis un coup d'accélérateur incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que même s'ils avaient des infos, via l'espionnage, Ils s'en méfiaient un peu. exactement, ils ont préféré refaire beaucoup de calculs eux-mêmes, avec l'aide aussi de scientifiques allemands qu'ils avaient capturés. Et bon, leur premier test, RDS-1, c'est en 1949. Fin du monopole américain? Et début de la guerre froide nucléaire, vraiment. Et quid du Royaume-Uni? Ils étaient alliés dès le début, ils ont participé à Manhattan, ils ont dû être aidés par les Américains pour leurs propres bombes, non? Eh ben pas vraiment. C'est là que l'histoire, elle se corse un peu. Les Britanniques avaient lancé les toutes premières recherches avec leur projet Tuballoys. Oui? Ils avaient tout partagé avec les États-Unis pendant la guerre via l'accord de Québec, en pensant logiquement qu'ils auraient accès à la technologie finale. Logique? Oui. Sauf qu'en 1945, Washington change d'avis et rompt l'accord. Coup dur pour Londres. Ah oui, quand même. Donc ils ont dû relancer leur propre programme de A à Z, ou presque. Ils y arrivent en 1952 avec l'opération Uranie. Il faut dire que leur contrôle sur une bonne partie de l'uranium mondial les a aidés. Mais déjà, la technologie est évolue à une vitesse folle. On parle de la bombe H, là. Tout à fait, la bombe thermonucléaire, à fusion, beaucoup plus puissante. Face aux soviétiques qui ont leur bombe A, les États-Unis développent la bombe H. Premier test, Ivy Mike, en 1952. C'était 450 fois Nagasaki. Vertigineux. Hmm. Les soviétiques suivent en 1955 et le Royaume-Uni en 1957. Cette nouvelle menace, d'ailleurs, elle va pousser les USA à re-signer un accord de coopération nucléaire avec Londres en 1958. Comme quoi. C'est dans ce climat de tension extrême que la France décide d'y aller aussi. Avec une motivation très politique, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Pour la France du général de Gaulle, l'objectif numéro un, c'est l'indépendance stratégique, surtout après l'humiliation de la crise de Suez en 1956. Qui a montré sa dépendance vis-à-vis des États-Unis notamment. Exactement. Donc Paris se lance quasiment seul et même contre l'avis des Américains. Ils utilisent l'uranium de leur colonie, ce qui est crucial. Premier test en Algérie, Gerboise bleue, en 1960, et la bombe H française arrive en 1968. Et de l'autre côté de la planète, la Chine se lance aussi dans la course. Oui, alors la Chine, c'est encore une autre histoire. Au début, elle est aidée par l'Union soviétique, mais vient la rupture sino-soviétique. Mao trouve Khrouchtchev trop mou. En gros, oui, et l'aide s'arrête net. Mais Mao maintient le cap malgré des difficultés internes énormes, comme le grand bond en avant qui a été une catastrophe humaine. Et ils y arrivent. Oui, grâce à leurs propres scientifiques et à leur gisement d'uranium. Premier essai atomique en 1964, le projet 596, et ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils obtiennent la bombe H seulement 32 mois plus tard. Un record. Incroyable. Bon, passons maintenant à des cas peut-être plus opaques. Israël. Alors là, Israël, c'est le secret absolu, ou presque. Ils n'ont jamais confirmé ni infirmé posséder l'arme nucléaire. C'est la politique de l'ambiguïté délibérée. Mais on sait des choses quand même, hein. On sait qu'il y a eu une collaboration initiale forte avec la France sur le nucléaire civil, au centre de Dimona, dans le Negev, et tout porte à croire que ça a dérivé vers le militaire. Malgré l'opposition américaine. Kennedy n'était pas pour. Non, mais son successeur, Johnson, était moins regardant.
On pense que le programme a été achevé aux alentours de la guerre des 6 jours, en 1967, et puis il y a eu l'affaire Mordechai Vanunu, en 1986. Le technicien qui a parlé? Oui, qui a fait fuiter des photos et des documents au Sunday Times avant d'être kidnappé par le Mossad et emprisonné pendant 18 ans. Ça a donné une idée plus précise de leur capacité. D'accord. Ensuite, l'Inde. Eux, ils ont une approche différente, plus affichée, non? Enfin, au début. Oui, l'Inde visait surtout la dissuasion régionale. Face à la Chine, surtout après leur défaite militaire en 1962, et aussi face au Pakistan. Le développement a été assez lent, Et ils ont utilisé du matériel civil pour leur premier test. c'est ça, du matériel fourni par le Canada et les États-Unis pour leur programme nucléaire civil. Ils l'ont détourné en quelque sorte pour faire un premier essai en 1974. Ils l'ont appelé Bouddha souriant. Un nom assez ironique. Oui, et ils l'ont qualifié d'explosion pacifique. Ça n'a convaincu personne, évidemment, et ça leur a valu des sanctions internationales. La vraie militarisation de leur programme n'est venue que bien plus tard, dans les années 90. Bon, on arrive au cas le plus singulier, je crois. L'Afrique du Sud. Ah oui, l'Afrique du Sud, c'est vraiment unique. Ils avaient beaucoup d'uranium et ils se sont lancés dans le militaire dans les années 60-70. Pourquoi? Plusieurs raisons. La peur de l'influence soviétique dans la région, et puis l'isolement croissant du pays à cause de l'apartheid. Ils ont failli faire un test en 1977, mais ils ont été stoppés net par la pression internationale après une détection soviétique. Et l'incident Vela en 79? Ce flash détecté par un satellite américain. Oui, ça reste un mystère, mais beaucoup pensent que c'était un test nucléaire, peut-être mené conjointement avec Israël au large de leur côte. On sait qu'ils ont construit 6 bombes dans les années 80, probablement avec une aide israélienne. Et la fin de l'histoire est incroyable. Absolument. Avec la fin de l'apartheid en vue et la chute de l'URSS, l'Afrique du Sud prend une décision historique. Ils démantèlent volontairement tout leur arsenal nucléaire. Et ils ne révèlent son existence passée qu'après coup, en 1993. C'est le seul pays à avoir fait ça. Fascinant. Ce qui nous amène logiquement au Pakistan, le grand rival de l'Inde. Oui, la réaction pakistanaise est directement liée à l'Inde. Il y a d'abord eu la perte du Pakistan oriental, devenu le Bangladesh, en 1971, avec l'aide de l'Inde. Et puis le test indien de 1974, ça a été le déclencheur final. Et là, un personnage clé entre en jeu. Abdul Qadir Khan. Exactement. Le père de la bombe pakistanaise. Il travaillait en Europe, aux Pays-Bas, dans un consortium d'enrichissement d'uranium et il a tout simplement volé les plans des centrifugeuses. Ah oui, carrément. Et il a bénéficié d'une aide cruciale de la Chine. Les États-Unis, eux, ont un peu fermé les yeux parce que le Pakistan était un allié important contre les Soviétiques en Afghanistan à l'époque. Et donc, ils réussissent leur test. Oui, en 1998, juste quelques jours après une nouvelle série de tests indiens. Une chose importante à noter, contrairement à l'Inde, qui a une politique de non-premier usage, le Pakistan se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire en premier. Et Akukan ne s'est pas arrêté là. Non, malheureusement. Il a ensuite mis en place un vaste réseau de prolifération, vendant la technologie nucléaire à l'Iran, à la Libye et À la Corée du Nord. ce qui nous amène au 10e et dernier pays de notre liste. La Corée du Nord. Pour le régime de Pyongyang, l'arme nucléaire est vue comme une assurance-vie essentielle à sa survie. Ils ont eu de l'aide au début. Une aide soviétique pour le nucléaire civil, oui, mais quand ils ont voulu passer au militaire, Moscou et Pékin ont dit non. Du coup, ils ont développé leur programme en grande partie seuls, en utilisant leurs propres ressources en uranium. Et le réseau de Cannes. Et le réseau de Cannes, qui a été absolument crucial pour l'enrichissement d'uranium. Après des années de tensions, d'accords non respectés et d'accusations, la Corée du Nord s'est retirée officiellement du traité de non-prolifération en 2003. Et les tests ont suivi. Premier test en 2006, probablement un succès mitigé, voire un échec, mais ensuite ils ont réalisé des essais de plus en plus puissants, y compris, selon eux, des bombes thermonucléaires en 2016 et 2017. Un panorama complet. Ou presque. Oui, il faut aussi mentionner rapidement les pays qui ont hébergé des armes nucléaires étrangères, comme ceux de l'OTAN ou du pacte de Varsovie. Et puis ceux qui ont eu des programmes mais les ont abandonnés, volontairement comme l'Argentine ou le Brésil, ou sous la contrainte comme l'Irak ou la Libye. Et bien sûr, la question de la prolifération future reste ouverte, notamment avec l'Iran. Alors, si on essaie de résumer, que retenir de toutes ces histoires? Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique. Non, absolument pas. Chaque parcours est différent. On a la course effrénée des superpuissances, les trahisons entre alliés, l'espionnage industriel, la quête d'indépendance nationale, la simple dissuasion régionale, et même ce cas unique de désarmement volontaire de l'Afrique du Sud. C'est vraiment ça. Ce
qui est fascinant aussi, c'est cette tension permanente entre la volonté d'acquérir cette puissance ultime et les efforts internationaux, plus ou moins réussis, pour la contenir. Aujourd'hui, c'est vrai que cacher un test nucléaire, surtout en surface ou dans l'atmosphère, c'est devenu extrêmement difficile avec la surveillance mondiale, les sismographes, etc. Mais une partie significative de la dissuasion nucléaire repose maintenant sur des capacités qui sont par nature très difficiles à détecter. Je pense notamment aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Justement. Et ça amène peut-être une dernière réflexion pour nos auditeurs. Si un essai est presque impossible à cacher, comment est-ce qu'on peut vraiment évaluer la menace ou contrôler la prolifération quand l'arsenal ultime, lui, peut se cacher silencieusement au fond des océans? C'est une question complexe et c'est sans doute un des défis majeurs pour la sécurité mondiale dans les années à venir. Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.